C'est bon. Alors, il faut juste faire un son clap. distinctif. Bonsoir. Oui, alors ça, on Plus évite. net, plus net. On évite. Les chevaux sur toi sont plus nettes. Ah oui, c'est vraiment. Ouais, non. C'est Il pas faut bien genre ça. une seconde de silence et Attends. faire un clap, quoi. Bonsoir. Bonsoir à tous. Bienvenue dans le cercle de Radio Traceur, la radio que personne ne regarde. Mais c'est normal. Il faut surtout l'écouter. Tout à fait. C'est mieux. Alors nous sommes réunis ici à l'atelier Hauteville. Bonne nouvelle sur la ligne 8. Et MC à ma gauche, présente-toi et passe la parole à ton voisin. Alors, salut, moi c'est André. Je suis peintre et branleur et mégalomane. Moi je m'appelle Paul, je suis étudiant et je dessine. Moi je m'appelle Sam et je suis peintre et mégalomane aussi, on peut le dire. Je m'appelle Rémi, je suis peintre et sculpteur de main. Moi, c'est Blaze. Je suis de mauvaise humeur. Voilà. Donc, je tiens à m'excuser auprès des 3 personnes qui vont écouter ce podcast. Ce n'est pas mon humeur habituelle. Voilà. Et moi c'est Sam aussi, mais vu qu'il y a déjà un autre Sam, je serai Célestin pour cette séance. Ce sera plus simple. Je pense que ce sera plus simple. Je ne sais pas si quelqu'un veut commencer sur le thème d'aujourd'hui, la procrastination. Dans l'art. Dans l'art, ou même dans votre vie d'artiste, ou n'importe quoi d'intéressant. Eh ben, c'est bien envoyé. Ouais. Voilà, on fait l'émission demain. Tant qu'à procrastiner, autant commencer tout de suite. Hein. Oui. Bien vu, bien vu. Rien à foutre, Voilà. hein. Non, je commence, Oui. si vous voulez. Commençons. Procrastiner, qu'est-ce qu'on peut dire d'intéressant là-dessus, si ce n'est que tous les bons artistes, à mon avis, sont de grands procrastinateurs. Et je pense que vous n'échappez pas à cette distinction remarquable. En tout cas, pour ce qui me concerne, je sais que j'ai besoin de ne rien faire pendant longtemps avant de pouvoir faire quelque chose. Ce qui est déjà pas mal. Et je pense que le temps perdu est en fait du temps gagné, en réalité. Après avoir dit toutes ces conneries, Non, mais on c'est peut pas, dire la c'est pas des vérité aussi. conneries. C'est pas des conneries. Donc il y a une certaine utilité au travail. Est-ce Dans la qu'on procrastination. peut parler de procrastination sans culpabilité finalement? Je pense qu'il y a toujours de la culpabilité quand on procrastine, ce qui est un mot très difficile à avoir en bouche, n'est-ce pas? Mais je pense que justement, ce qui fait avancer, c'est la culpabilité. C'est qu'on s'angoisse, on se dit il faut que je fasse, il faut que je fasse. Et pendant ce temps, qu'est-ce qui se passe en fait? Eh bien, les sédiments d'idées s'accumulent. Non, enfin, je sais pas, je parle pour moi, mais. Je suis complètement d'accord avec ça. Non. Ouais, moi ça me fait penser à un truc, c'est quand tu défiscalises chez le comptable. Quoi? Attends, laisse-moi développer. Là. Tu défiscalises chez le comptable et tu fais passer toutes tes BD, tu vois, tous les bouquins que tu as achetés, et puis le mec il dit non mais c'est un peu abusé. Mais en fait, tu vois, l'accumulation de la culture, c'est quelque chose, tu vois, où tu passes du bon temps, mais au fil des années, t'engranges des trucs. Et les gens, les clients ne comprennent pas, parce que c'est là, pour le coup, qu'ils nous voient comme des branleurs, parce que tu pionces, tu vas au ciné, tu vas boire des coups, tu discutes. Et l'accumulation de toutes ces expériences ont un impact dans le boulot. Oui. Mais la culture, l'étymologie, ça veut dire travail. Donc le travail n'est pas une procrastination, enfin, quelque part. Donc se culturer, c'est pas procrastiner. Mais regarder une série le soir en buvant une bière, ça fait partie aussi du process. Oui, bien sûr, et c'est ça. Donc, du coup, procrastiner, quand on n'arrive même pas encore à formuler ce qu'on repousse à demain, c'est plus réellement de la procrastination. Ça rejoint ce que vous dites, c'est-à-dire c'est du travail, le travail de l'artiste, c'est de remettre à demain jusqu'au jour où ce sera vraiment formulé, où il pourra le faire. Ouais, moi, je pense que la ligne est vraiment pas floue, mais c'est difficile à dire en fait, parce qu'on culpabilise en se disant je ne fais rien. Là, ce qu'on est en train de dire, c'est qu'en fait, on fait quelque chose. Donc, à partir de quel moment on sait vraiment quand on fait quelque chose? Je pense qu'on se met au travail, et puis quand ça ne marche pas, quand ça bloque, ça veut dire qu'il faut encore procrastiner. Oui, exactement. C'est-à-dire que ce n'est pas remettre au lendemain quelque chose qu'on aurait pu faire aujourd'hui, c'est attendre le jour où on pourra réellement le faire. Et pendant ce temps-là, l'inconscient travaille. Et l'inconscient travaille, évidemment. D'un point de vue hyper technique, moi, souvent ce qui m'arrive, et c'est pas moi, je m'en rends pas compte, c'est un élément extérieur
qui me fait rendre compte que je procrastine, ou en tout cas que je me racle la soupière, mais dans une attitude un peu végétative, c'est j'entends la voix de ma meuf depuis la chambre. Qu'est-ce que tu fous? On se couche. Et en fait, je suis comme un con en train de griller club sur club dans le canapé, dans un truc d'idées. Le tourner en rond. Ouais, et c'est souvent avant le sommeil. Et je sais que quand ça fait ça, le lendemain matin, ça marche. Parce que je suis dans une forme de stress. Enfin, pas un stress, mais... Une fébrilité. il y a quelque chose. Je ne sais pas ce que je cherche, mais... C'est en cours. Et je mets une nuit dessus de sommeil. Et, alors, on pourrait se dire, est-ce que dormir, c'est procrastiner? Et le lendemain, bim, une idée, quoi. Voilà, parce que finalement, le rêve va, à mon avis, ou en tout cas l'inconscient va prendre cet élément en compte, puisque c'est le dernier auquel tu t'es vraiment... quand j'ai raclé la soupière, c'est vraiment ça, quelque part. C'est tu grattes un peu ce qui est attaché au fond, et tu t'endors avec, et tu fais une petite réduction de sauce. Moi, je suis persuadé que le rêve a un rôle important à jouer, et même le rêve m'a parfois inspiré des histoires, des idées, et je pense qu'il y a un phénomène de catalyseur. Quand tu rêves, tous les éléments sont remis dans la marmite, ça tourne, et puis il y a quelque chose qui entre en gestation et qui se produit. Donc, est-ce que finalement procrastiner ne serait pas réveiller dormir réveillé? Ouais, enfin rêver de manière éveillée. Oui, alors, je pense qu'il y a de ça. Après, un élément intéressant, je ne sais pas quels sont vos avis par rapport à ça, mais la procrastination et l'expérience. C'est-à-dire que plus on avance, et plus d'une certaine manière on procrastine d'une façon différente, peut-être plus constructive, je ne sais pas. Moi j'ai l'impression que... Quand ils sont préparés. Plus consciente en tout cas. J'ai l'impression qu'avant, quand j'étais un jeune aspirant, peintre, artiste, etc., et que je me disais tiens, on va faire quelque chose, j'avais des moments où j'étais à fond et puis après ça s'arrêtait. Alors que là, c'est toujours un flux continu où je me dis tiens, telles idées, tel machin, les choses peuvent plus facilement me servir. Je ne sais pas si vous avez Si, je suis complètement d'accord. La procrastination, ça s'installe de manière beaucoup plus consciente et continue. Alors que étudiant, là, vous parliez de sieste avant, j'ai constamment des siestes pour finaliser une idée qui n'était pas encore formulée et que j'avais besoin de laisser attendre. Je faisais beaucoup de ça. Ouais. Maintenant, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui se trament depuis, on va dire, 5 ans et qui vont sans doute se formuler dans l'année prochaine. Mais c'est un travail constant. C'est ça, oui. T'apprends à le maîtriser avec le temps, quoi. Ouais, exactement. Ça devient assumé. Ça devient un outil, je pense, en fait. Ça devient un outil. Je sais qu'il y avait une discussion entre Picasso et Matisse où ils parlaient du rêve. Non, mais ils parlaient du rêve et donc Picasso reprochait à Matisse d'utiliser facilement le rêve pour faire son imagerie. Et c'est vrai qu'il y aurait peut-être deux attitudes différentes. Il y en a un qui serait peut-être un peu plus contemplatif, en tout cas, pour Matisse, je dirais, et l'autre qui serait plus un proactif. Oui, allons-y directement. Voilà. Ça, c'est, Mais tant qu'à dropper des names, il y avait Kant, la fameuse balade quotidienne qui était exactement quotidienne, il y avait besoin de ça pour un exercice presque d'hygiène mentale, quoi, finalement. Mais ce qui est marrant, c'est que tant qu'on parle, on parle aussi d'autres types d'artistes. Par exemple, si on réfléchit à, je sais pas moi, Fellini qui était un cinéaste, mais comme beaucoup de cinéastes, était aussi un dessinateur, pas un peintre, mais un dessinateur, c'était un caricaturiste, Fellini. Et on a ces fameux cahiers de rêves. Et dedans, en fait, il se réveillait et à chaque fois, il notait ses rêves. Alors, peut-être qu'il reconstruisait au passage, etc., mais c'était surtout des dessins. Et par les dessins, il trouvait, en fait, la narration. Et je pense que les peintres fonctionnent aussi, peut-être de cette manière, mais pas de la même façon, puisque le but, c'est pas de raconter une histoire, mais c'est de produire des images. Alors là-dessus, justement... on peut s'imaginer, voilà, je me réveille et puis je dessine un tableau, un croquis, etc. Et je crois pas que ce soit pas du tout comme ça que ça se passe. Je n'ai pas cette impression. Oui, j'ai entendu parler, d'ailleurs, il y a une édition des dessins des rêves de Fellini, je ne sais plus comment ça s'appelle. Le livre des rêves. Le livre des rêves, putain. Ouais, on en a parlé récemment. Est-ce que c'est des images ou plutôt du sens? Enfin, moi, je ne vois pas l'image sans sens. Exact. Et finalement, c'est un peu comme trouver du sens à un rêve, en fait, quelque part, ce qui est un peu impossible, mais en tout cas d'essayer. Et de là, tu tires un fil, quoi. Exact. Parfois, c'est juste des images. Rester allongé, écouter de la musique au casque, jusqu'à parfois s'endormir et de laisser des images venir.
sans avoir forcément un fil rouge juste rêvassé, quoi. Ouais. Ça aussi, c'est chouette. Hein. Après, peu importe ce qui en vient, et je pense que le fil rouge, on le tire après, quoi. Ouais, En ce qui me concerne. Et plus on parle, plus on voit que procrastiner dans l'art, ça fait partie du procédé et que c'est pas Je pense clairement. une culpabilité comme faire ses paplards et les remettre au lendemain. Ouais. Procrastiner dans l'art, c'est déjà préparer l'art du lendemain. Mais du coup, moi j'irais même plus loin que ça. C'est-à-dire que, est-ce que la pratique elle-même de l'art n'est pas une forme de procrastination? Dans le sens où, je sais pas comment vous faites, moi quand je peins, j'écoute tout le temps de la musique. Ouais. J'écoute de la musique et j'essaie de ne pas... Enfin, c'est pas que j'essaie, c'est que je ne pense pas à ce que je peins. C'est que je peins et c'est tout. C'est l'acte de peint. Oui, je pense, je me pose des questions par rapport aux formes, aux machins, mais c'est pas un dialogue conceptuel. Alors là, ça touche vraiment chaque personne et on est tous différents. Je sais que Ludovic de Burn, par exemple, je crois qu'il avait dit ça dans une interview, dessinateur de BD, il n'écoute pas de musique parce qu'il ne veut pas être influencé. Et il sait que la musique influence ce qu'on fait, quoi, ce qui est vrai. Et après, chacun y trouve son truc. Mettons que tu vas dessiner en boîte et être influencé par une musique que tu n'as pas choisie, là tu choisis ta musique, donc c'est aussi une complicité avec ton propre choix. Et après, peindre avec un fond sonore ou écouter la radio ou des textes chantés, parfois c'est juste une nappe de fond. Et on ne peut pas se fixer vraiment dessus, quoi. Donc c'est vraiment une espèce d'atmosphère un peu planante en arrière-plan. Ouais. Mais, et d'ailleurs, ça dépend. Tu disais ne pas penser à ce qu'on pense. Ça rejoint un conseil que Roland Guillaumel m'avait appris, ancien prix de Rome début de siècle qui était professeur à Penningen. J'ai fait mes études. Disait, regardez-vous faire, ne soyez pas acteur mais spectateur de ce que vous faites, et il n'y a que comme ça que l'œil vous dira si oui ou non vous avez fait le bon geste, et de ne pas être acteur. Mais encore une fois, ça peut se contredire dans plein de manières. Mais... Et c'est vrai que si tu sais exactement ce que tu veux faire, à quoi bon le faire? Oui, bah oui. Franchement, bien sûr. tu perds le truc. Et puis de toute façon, c'est toujours une frustration parce que c'est impossible. Les images insensées que le cerveau génère, on n'arrive pas à les faire. C'est bon cas. Alors, je suis un peu embêté quand même aussi avec ça, parce qu'à quel moment, parce que juste pour parler de ce que je fais, où il va y avoir un angle assez précis dans lequel je peux me mettre. Du coup, il y a quelque part une finalité qui est déjà visualisée. Mais après, ça va être dans le faire où je vais me retrouver, puisque par le détail, tu peux évoquer des choses. Enfin, je sais pas, tu peux le faire plus ou moins trivial, ou de manière plus esquissée, je sais pas. Et finalement, dans la manière de faire, c'est là que je peux me retrouver cette liberté, puisque finalement, c'est j'imagine que c'est pour vous, c'est un peu pareil, mais j'ai vraiment l'impression que c'est un enfilement de goulottes, d'entonnoir, et j'ai pas trop de place pour le freestyle, en fait, parce que je veux vraiment arriver à un point B, et voilà. Ouais, mais c'est là que je vois qu'on est en train de dessiner quand même un peu un portrait commun sur comment la procrastination nous sert à préparer une œuvre d'art ou quoi, mais il y a plein de mouvements artistiques où justement ce qui était important c'était l'écriture automatique, ne jamais remettre au lendemain et laisser voir ce qui sortait. Ce qui, de toute évidence, n'est pas notre école de création, mais ça se défend aussi. Mais c'est un processus qui se défend aussi, parce que par le fait d'être tout le temps obligé d'avoir un résultat qui tombe de manière régulière, tu te forces aussi à être plus vif et plus efficace dans ta manière de faire, tu vois. Parce que quand tu repousses souvent au lendemain et que tu laisses traîner la chose, tu as tendance à être plus dans d'un coup ça te vient. Et je pense que tu es peut-être moins dans la maîtrise de ce que tu fais en permanence parce que tu attends un peu que ça vienne, d'un coup ça vient et tu vas avancer. Alors que le fait de se forcer à faire tout le temps, c'est qu'ils vont peut-être être dans un processus plus conscient de maîtriser le truc qui vient et peut-être même un peu de... Il y a clairement une phase d'incubation. Ouais. C'est ce qu'on a appris à l'école, à rendre des boulots en urgence. Et j'ai remarqué pendant longtemps, on était super bon dans l'urgence. Donc quand tu as du temps, ce qui est rare, on te donne 2 semaines, tu vas t'y mettre les 3 jours avant, quoi, ou 2 jours, parfois même la veille. Exactement. Mais le temps d'incubation fait que tu es ultra efficace.
Donc on a l'impression que tu branles rien, mais inconsciemment ça bosse. Oui, Quoi. mais C'est ça- le jour où tu t'y mets, c'est redoutable. On Et en ça- arrivait à incuber Ouais. dans l'urgence. Exactement. Le travail, c'est juste. Et là, c'est foudroyant. J'ai vu Rémi comme ça faire tomber un dessin le jour même. Je dirais pas le client, parce que moi, ça, je sache, mais j'ai été bluffé par la rapidité d'exécution. Ouais, mais en même temps, on parlait Et tout à t'étais l'heure bourré de la veille. J'étais bien beurré de la Ouais. Et là, et le dessin est magnifique. Donc, qu'est-ce qu'il faut en retenir? Est-ce qu'il faut le juger parce que le mec était bourré, il a fait à l'arrache à la dernière minute, ou il y a 15 ans de bouteille derrière? Et le mec il est doué et on s'en fout des conditions, l'important c'est le résultat. Donc c'est Voilà. clairement un Le client rapport. était très content. En plus, ouais, non, mais c'est vrai, Et c'est un rapport au temps, donc du coup. C'est un rapport au temps, la procrastination. Mais pas que, parce qu'on parlait tout à l'heure de l'écriture automatique, et moi, ce qui me semble intéressant par rapport à l'écriture automatique, c'est précisément le lien avec l'inconscient. En fait, quand on y pense, cette méthode des surréalistes, à commencer par André Breton, qui l'écrit dans le manifeste, c'est de mettre en relation directement l'artiste avec son inconscient. C'est un peu comme des associations libres qu'on pourrait faire sur le divan d'un psy, en fait. Et là, quand on est dans cette urgence, quand on doit sortir quelque chose, il n'y a plus forcément le filtre du conscient, plus de la même façon. Donc on dialogue plus directement avec l'inconscient. Je pense que ça aussi, c'est une des vertus de la procrastination. C'est soit par ce que tu décrivais tout à l'heure, espèce de transe, méditation, où tu te laisses flotter dans un nuage comme ça et tu ne sais pas exactement, mais tu vas vers tes idées, soit parce que tu n'en peux plus et qu'il faut cracher tout de suite, sortir quelque chose, tu es plus en connexion directe avec l'inconscient. C'est que tu peux plus faire autrement que de te laisser aller à faire le truc voilà. sans y penser. Voilà. Ah ouais. Donc le fait de se professionnaliser dans sa production en tant que créateur, finalement c'est de se couillonner soi-même en fait, de mieux utiliser son temps et de se caler des échéances qui n'existent pas de fait, parce que t'as pas de... mais de t'astreindre à certaines il faut des échéances. carottes. Ouais. Ça, c'est sûr. Il te faut des carottes, sinon t'as pas d'horizon, t'as pas de ligne de mire et bah, du coup tu procrastines. C'est pour ça que l'expérience est peut-être un facteur aussi par rapport à la maîtrise de la procrastination, qui fait que à force de se fixer ses carottes et de se donner ses buts, on est de plus en plus adapté à ça et réactif. On n'a plus besoin forcément qu'il y ait un client, on peut le faire tout seul, parce qu'on a l'habitude Mais aussi. ça j'y arrive pas ça. Si, un petit peu. Non, mais là ça fait 6 mois, je vois bien, je fais... Genre, t'as rien fait. Mais j'ai rien foutu de ouf. Mais non, Mais tu là, travailles. la carotte, elle va être financière. Bah oui, Quand t'es en banqueroute, ça sera des thunes de carottes. de fait, Le fait, il existe. Il faut payer le loyer. Voilà. mais du coup, tu te... En fait, c'est un truc, ça me le fait, même avant que je fasse ce que je fais, hier à l'époque où j'étais juste marchand de tableau, je savais très bien que si je venais de rentrer du blé, du pognon, je venais de vendre un tableau. Je sais que quelque part, je me foutais dans la merde pendant 2 mois. Si j'avais 2 mois pour vivre, enfin de rentrer d'argent, je sais que ça allait être 2 mois où j'allais rien foutre. Et je m'en voulais. En fait, je culpabilisais de rentrer du pognon. En fait. C'était très bête, mais c'est très vrai. Oui, la vache. C'est grave. Hein. Et ce qui fait que j'aurais dû être content. Ce qui fait que je suis jamais content quand je rentre du blé, quoi. C'est débile. Au lieu d'être content. Et même, c'est que ça rend fin ce confort, voilà, procrastiner. Voilà. Ça rend fin ce confort. Et Mais comme quoi, c'est avant et après. comme quoi, c'est central chez toi, parce que tu gagnes de la thune pour avoir le temps de procrastiner jusqu'à la prochaine urgence qui sera. Tu payes le luxe de Financière. procrastiner. je me paye le luxe. Oui, et comme un chasseur-cueilleur, en fait. Moi, je suis assez. Non, mais sans déconner, un chasseur-cueilleur. Dans l'idée, je me suis souvent, vraiment, mais j'en ai même fait des rêves pour le coup, d'être vraiment le mec avec une fléchette dans la sarbacane, peut-être deux fléchettes, et d'avoir, j'ai pas de gamin à nourrir si tu veux, mais en tout cas, l'idée est là, c'est-à-dire que j'ai des comptes à rendre, j'ai que 2 fléchettes, et il y a un macaque qui a 30 mètres en haut. Il faut pas que je me loupe. C'était vraiment cette idée. Comment je me représentais moi-même vis-à-vis des autres, où bah, on n'a pas tous les mêmes billes dans le sac. Il y en a qui ont des grosses tronçonneuses et ils te défoncent l'arbre et ils font tomber la famille de Babouin. Et ils vont te bouffer pendant 3 mois. Et moi, c'était vraiment bien. Et ce qui fait que tu essaies d'être beaucoup plus homéopathe, homéopathe, ou en tout cas plus comme de l'acupuncture, d'essayer vraiment d'être à l'économie et l'efficacité en fait. Virtuose de Machiavel, il faut avoir le droit qu'à un geste pour qu'il soit le bon. Voilà, et c'est vraiment comme ça que je conçois mon attitude en fait. Et je réagis par rapport à ce que tu dis vis-à-vis de la peinture elle-même. Je trouve ça intéressant parce que la peinture finalement, on est aujourd'hui tellement habitué aussi à travailler avec des médias numériques, et il n'y a pas de problème avec ça, mais
on a vraiment l'impression quand on peint, et surtout toi quand tu vas peindre sur des tableaux qui sont, disons, préexistants et que tu vas y amener quelque chose, quelque part il n'y a pas vraiment le droit à l'erreur. Oui, tu peux corriger, mais quand tu es parti dans un jet, ou toi, André, quand tu vas faire un tableau, il y a moins cette possibilité de repentir, de retravailler, de remettre un nouveau filtre Photoshop. On est parti, on est bloqué avec quelque chose. Alors si tu te plantes là-dedans, c'est pas les mêmes conséquences que si tu es sur ton ordinateur. C'est sûr qu'un niveau sur Photoshop, pour le faire en peinture, c'est 4 jours. Oui. Quoi. Voilà. Ctrl Z, Là où c'est 10 secondes. Ils sont cons, ces peintres aussi. On s'inflige des trucs. Ouais, mais ça, c'est. J'ai un côté SM. Ça, et ça, c'est de la popote à nous. Enfin, je veux dire, c'est une contrainte et on sait de quoi elle est faite. Je veux dire, si on ne ferait pas ça. Mais dans la tête des gens, enfin voilà, c'est que. Les gens savaient. Si les gens savaient. Non, mais tu vois, c'est moi, ce qui me fait marrer chez toi, c'est que quand tu rentres de l'argent, tu le crames. Tu n'as pas cette culture bourgeoise à stocker les sous, etc. Donc, on vit en permanence dans l'idée qu'on va avoir du temps libre quand on a des sous, tu vois. On va inviter Madame à Rome, on va boire des spritz, ça va être super, mais ça n'arrive que très rarement en fin de compte, quoi. Et qu'on bosse tout le temps. Mais on est sûr qu'il va y avoir des moments de calme qui n'arrivent jamais. Une espèce d'espérance à la con. jusqu'à la mort. C'est Sisyphe, c'est magnifique. Est-ce que mourir, c'est pas procrastiner finalement? Comme dirait Woody Allen, C'est la Woody Allen procrastination disait, sublime. l'éternité c'est long, surtout vers la fin. C'est Woody Allen. C'est ce fameux moment où on vire un peu grosse tête. Hein, Ouais, c'est ça. Qui a dit Il fallait que ça arrive. Ouais, procrastiner, c'est toujours vivre virtuellement dans quelque chose qui va arriver. Donc cette vanne va être très belle, très belle, très belle. C'est un père. Ah bah Donc, génial. un rond et puis la fille revient de l'école et va voir son père. Elle dit papa, aujourd'hui, j'ai appris des mots. C'est quoi la différence entre virtuel et concret? J'ai rien compris. Et merde. Quelqu'un la connaît? Non. Alors on est bon. On la tient. Ça aurait été super chouette. Est-ce qu'il y a une main dans la gueule, je sais C'est pas. sur la liste. Ou je donne de l'argent, non, je sais pas. Non, je sais pas. Ah bah voilà, Pas un donc, ouais, truc le sorti. mari, bah dit regarde, je vais te montrer. Merde. Ah, parler. Trouver un truc, je vais vous la sortir. D'accord, C'est la ça va procrastination par Ton prémisse c'était joli pourtant. Donc ça, Tiens, c'est un gamin qui. Alors, je rebondis. Hein. Ah bah oui. C'est un gamin qui procrastine dans la baignoire, tu vois, il a 14 ans, et voilà, et en fait il se branle, il se branle, et là il y a sa mère qui rentre dans la salle de bain, et elle rentre, elle le voit, elle fait « Qu'est-ce que tu fais? Tu te branles ?» Je fais « Non, c'est bon, vas-y, casse-toi. Si on peut plus se laver la bite à la vitesse qu'on veut, chier quoi. Fasciste. Oh, comme c'est mignon. Je sais pas si mignon, c'est ça que j'en Moignon plutôt. Alors voilà. Ah, Une fille demande à son père, dis papa, c'est quoi la différence entre potentiellement et réellement? Ah, Va voir ta soeur et ta mère et demande à chacune si elle serait d'accord de coucher avec n'importe qui pour 1 million d'euros. La fille s'exécute et revient. Elles ont toutes les deux dit oui. Très bien, va voir ton frère et demande-lui si pour 1 million d'euros il accepterait de coucher avec un homme. La fille s'exécute à nouveau et revient. Il a dit qu'il n'y avait pas de problème, il foncerait. Très bien ma chérie, alors je peux te dire que potentiellement nous sommes millionnaires, mais réellement nous vivons avec 2 salopes et un PD à la maison. C'était la minute Bigard, merci. Voilà, virtuellement on est Jean-Marie millionnaires. Bigard serait fier. Radio Traceur, la radio des tout petits aussi. Des programmes. Une volonté éducative. Ah mais ça parle quand même, alors moi on m'avait raconté avec le mot C'est des vraies virtuel choses. et concret, bref le présent et le Voilà. potentiel. Et procrastiner, c'est toujours être potentiellement un grand artiste qui aura fait énormément de choses. Concrètement, on fait la sieste. Ouais, mais il y a un côté romantique un peu, parce que tu es un petit peu dans le futur du ouais, mais ça pourrait être trop bien, je vais faire ça, ça va être génial. Ouais. Tu vois.
Alors que oui, il faut le faire. Alors qu'en fait, il faudrait que tu sois en train de le faire pour que ça devienne vrai. Non, mais exactement. Souvent, toutes les idées ont été pensées, mais peu ont été faites. Réalisé, bien sûr. Et Par procrastination. là, c'est la culpabilité. C'est quand même un truc, je pense, qui est vraiment quand même un gros truc. En tout cas, je pense dans notre culture, dans notre société. Après, ce serait intéressant de poser cette question à d'autres profils. Je sais pas, un japonais par exemple. Bon, il doit se sentir coupable, mais c'est pas des judo-chrétiens. Il doit y avoir un rapport à la culpabilité qui doit être différent. Peut-être pour des choses qui nous paraissent non, mais c'est un rapport à la culpabilité qui est quand A même. priori, tu ne cours pas. Non, mais Le japonais est coupable par essence, Blas. je sais pas. Non, c'est. Alors, en tout cas, s'il l'est pas, il devrait. Question très intéressante. Ou c'est la race qui veut ça. Je sais pas. Ou j'en sais rien. Ou un malien, j'en sais rien. Non, mais c'est intéressant. Parce que si c'est pas toi qui te l'inflige, la culpabilité, ce sera un autre. Pour refaire un peu du name dropping, puis pour un peu. Voilà. Non, mais toi, c'est le jeune Michel-Ange qui doit avoir 17 ans, il est à la cour des Médicis, je sais plus où, et en fait, il a passé sa semaine à regarder un bout de marbre, en fait. Et il se prend un coup de pied dans le cul par je sais pas qui, et il dit: mais qu'est-ce que tu fous là? Enfin, ça fait une semaine, là, t'as rien foutu. Et il dit: je travaille. Ouais. Voilà. Donc, si c'est pas toi qui te l'inflige, ce sera quelqu'un extérieur qui va te rappeler que. Voilà. Et. Ou typiquement, tu vois, l'autre soir, il y a eu Vince qui dessine le regard des autres, ou enfin le regard, une interaction, quoi. Enfin, ce sera pas juste le regard. Ce sera vraiment quelqu'un qui va te secouer les puces. Ouais, arrête de te branler. Dans le cadre de gens qui vont vraiment avoir un rapport boulimique au dessin, pour parler du dessin. Je pense notamment à Vince qui dessine comme de manière assez maladive, compulsive, quoi. On était en train de bouffer l'autre soir, il m'a fait un crowbar, mais il avait le besoin de dessiner, quoi. Je pense que, ou comme Picasso, il dessinait 5 heures par jour, même à 60 balais, quoi. C'est vraiment un rapport. Donc, est-ce qu'il procrastine même? Est-ce que c'est pas finalement, même en faisant, est-ce que tu procrastines pas finalement? Bah si, parce que le truc c'est que les 3/4 de ce qu'ils font, c'est pas ce qu'ils montrent et c'est pas ce qu'ils présentent comme travail final. Donc en soi, c'est un peu la même chose. Oui, mais il y a quelque chose d'intéressant dans ce que tu dis là, parce que quand on y pense, Michel-Ange, par exemple, c'était un néoplatonicien. Et les néoplatoniciens, leur idée, c'est que l'essence des choses est déjà présente. Par exemple, dans ce bloc, il y a déjà virtuellement, potentiellement, la statue de mon esclave. Je ne l'ai pas encore taillée, mais je la vois, elle existe. Elle ne demande qu'à sortir, qu'à être libérée de sa gangue. Et c'est les termes qu'ils utilisaient à la Renaissance, c'est de la gangue de pierre. Et donc le mec, il le fait sortir. Quelque chose va émerger, mais qui est déjà là. Ça, je trouve ça passionnant, parce que nous, on est dans une optique aussi de peintre ou de dessinateur, où on veut faire les choses. On veut amener les choses, on veut que les choses se réalisent. Mais le truc, si tu veux, c'est qu'il y a des artistes, aujourd'hui, contemporains, qui ne sont pas du tout dans ce trip-là. Si je pense par exemple à Jeff Koons, le mec, il va concevoir ses homards en aluminium géant, et il va demander à un atelier de le fabriquer. Il le fait pas lui. Ouais. Il le fait pas lui. Donc c'est pas la conception qui est importante, c'est juste l'idée. Mais pour nous, enfin je crois pas me tromper en disant ça, en parlant pour nous là, c'est que l'idée est bien, mais la conception en fait partie intégrante. Alors, ou pas. Alors, juste par rapport à toi aussi. Par rapport à moi, parce que récemment, pour la première fois, je fais intervenir quelqu'un extérieur à moi pour faire la série là, des textes sur verre, parce que je ne suis pas peintre en lettres de formation. Ouais. Donc, confronté à ça. Je suis exactement confronté au même mec qui... typiquement, il y a une de mes amies qui était l'assistante d'Adel Abdessemen. Le mec qui a fait le coup de boule de Zidane là, en bronze à 15 ans, machin, c'est le Pérotin, tout le bordel. Bref, c'est un mois avant la FIAC, je ne sais plus quelle foire, bon, bref. Fallait qu'il sorte une œuvre. Alors, il regarde Paris Match, alors je sais pas, il a dû être chez le médecin, il a rematé Paris Match, il a arraché une page, il l'a filé à ma pote qui était son assistant, il fait: bon, tu me fais faire ça en marbre, 3 mètres par 1, machin, ça part à Carrare. La photo, elle est vectorisée, machin, pour faire en ronde bosse. Ouais. Et elle est livrée la veille, elle arrive d'Italie, de Carrare, la veille de l'exposition. Ouais. Elle est vendue le soir du First Louis. Le mec n'a rien fait. Ouais. Ça, c'est le rapport vraiment gonflé, machin. Ouais, ça, j'ai du mal. J'ai du mal. Ouais. J'ai du mal pareil. Ouais. Moi, dans mon cas, j'ai fait ça, on va dire, l'équivalent. C'est-à-dire, j'avais une idée. Je la fais faire. Bon, je participe quand même plus ou moins au process, mais
je veux dire, à 95% du bordel, je supervise, je dis oui, ça c'est cool, non, ça c'est trop hipster, non, je veux que la vanne fonctionne. Enfin, c'est-à-dire qu'on soit sur le fil entre l'effet que je cherche, que ce soit intelligible par des gens qui ne comprennent pas le délire. Enfin, bon, voilà. Donc voilà. Mais la culpabilité, en fait, elle lui arrive après, là de manière vraiment factuelle, c'est-à-dire que je prends en photo mon truc, je l'envoie à ma liste de clients habituelle, je n'ai aucun retour. Alors d'habitude, quand je fais ça avec des tableaux, j'ai toujours quelque chose j'ai au moins 2-3 retours positifs, ah c'est cool, combien, bon, voilà. Là, rien, si ce n'est 2 trucs négatifs. Donc si tu veux, je suis sorti de l'enclos, de ce que je faisais habituellement, pour essayer de trouver une tension, quelque chose, d'essayer de sortir de ma zone de confort. Même si je ne fais rien, je sors quand même de ma zone de confort parce que ça coûte de l'argent de faire ça. Voilà. Et au final, finalement, les étapes de procrastination, culpabilité, machin, en fait, elles ont été quelque part un peu inversées. C'est-à-dire, c'est venu après. Voilà, parce que j'ai eu le coup près qui est tombé. Et voilà. Et donc, du coup. Oui, mais à cause d'un jugement externe. À cause d'un jugement aussi, à cause de contraintes financières aussi, parce que ce délire-là me coûte de l'argent, je me pénalise. Donc, si tu veux, voilà. Peut-être que je ne suis pas encore allé assez loin dans l'idée, je ne suis pas allé assez loin dans la contextualisation de l'idée. Peut-être que tu es un peintre. Ou peut-être qu'il faut que je me cantonne à faire ce que je sais faire. Mais au moins tu prends des risques entre guillemets. Parce que... Même j'y vois quand même une subtilité entre ta peinture et là, et où on parlait de Koons, c'est-à-dire que là dans ton message, là, le lettrage à feuille d'or là, sur verre, finalement la rhétorique visuelle, le fait de le lettrer, c'est soumis, ça reste en dessous, le curseur est en dessous de ce que le message veut dire. Ce qui est complètement différent dans ta peinture où la rhétorique visuelle est primordiale, donc le fait que tu la peignes, c'est important. Là finalement, j'y vois pas une grosse culpabilité à avoir d'avoir fait une commande comme ça, parce que c'est ton message qui là est maître dans l'image. Alors que la rhétorique dans tes tableaux, c'est le fait de l'avoir peint qui participe à tout. C'est-à-dire que le message est peint. Là, le message est écrit. Donc c'est pas les mêmes outils. Bien sûr, ça veut dire c'est pas les mêmes outils rhétoriques. Exactement. Et les résultats est différent aussi du fait que l'opération n'est pas la même. Oui. Puis aussi, tu as tes clients qui sont habitués à un vocabulaire, à un certain humour, et là ils sont déroutés, mais. Ça reste une forme de détournement, de toute façon. Oui, c'est ça. Il y a une suite logique malgré tout. Moi, j'y vois une cohérence. Même si le média est différent ou inversé. Mais c'est assez frustrant. Et pour ça, depuis une semaine, j'ai eu après ce truc-là, ça m'a fait un contre-coup. Et ça te remue, quoi. Ça me fait chier parce que j'aime faire des choses efficaces. Je veux que ça fonctionne. Si ça fonctionne, c'est juste que la clientèle est déroutée. Voilà. Mais tu vois, là, la culpabilité vient du fait que tu penses que tu n'as rien fait. Alors qu'en fait, là, il faut que tu te poses la question, c'est est-ce que pour toi l'important, c'est ton principe, donc ce qui y a derrière ce que tu fais, donc le détournement, le changement de sens, machin, ou est-ce que c'est le fait de faire toi-même la peinture, tu vois? Le plus important pour moi, c'est que j'ai ce petit rictus quand je pense à l'idée de la faire ou qu'elle soit faite, ou au final, j'ai ce petit rictus. Je suis mon premier client, en fait. J'ai envie de voir des choses que je voudrais voir dans le commerce, ailleurs. Donc je l'ai fait, clairement. Si j'ai pas ça, si moi ça me fait pas rire, je le fais pas. Mais c'est mon seul postulat que je me donne, en fait. Enfin, le seul dogme. C'est très différent de ma démarche, parce que moi, ce que je fais, c'est que je veux, évidemment, je vise quelque chose, mais ce que je vise n'est pas la fin en soi, et ce qui me fait le rictus, c'est vraiment de le faire. C'est quand je vois la chose apparaître que je commence à vraiment à prendre mon pied. Et même, il m'arrive de changer en cours de route. Et l'un des peintres qu'on adorait et qu'on aime toujours avec André, Bezinski, le peintre polonais, c'est étonnant parce qu'en le voyant travailler, le mec il fait des esquisses dégueu sur des espèces de petits papiers. Ensuite, il commence à poser ça sur un tableau, espèce de plaque d'Israël parce que c'est cheap, ça coûte pas cher, donc il fait ça là-dessus. Puis, dans sa banlieue de Cracovie, dans son immense tour gigantesque où il mange que des conserves, il fait ça, le type il commence à peindre, et puis il regarde et il dit « Oh non, finalement non ». Et il change complètement le truc en cours de route. Et peu à peu, l'œuvre en métamorphose devient de plus en plus précise. Et lui il disait, et c'est un truc moi qui m'a frappé, la tension entre l'expressivité et la précision. C'est-à-dire, quand est-ce qu'on doit s'arrêter de peaufiner? C'est un truc qui te parle, ça, André. Clairement. Quand est-ce qu'on doit s'arrêter? Parce que ça peut être infini, et là aussi, il y a la carotte. Il y a l'événement qui dit, faut montrer, on s'arrête.
Ou sinon, sinon tu n'y arrives pas. sinon t'as le tableau qui penche en avant parce qu'il fait 3 mètres d'épée aussi. Ouais, c'est ça. Non, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi un arbitre intérieur, comme disait Sam, où c'est toi plus que l'échéance qui va te dire ouais, je m'arrête ou je continue? Est-ce que je ne vais pas lisser l'expressivité qu'il y a dans le tableau Et c'est ça aussi, Ouais, un l'arbitre vraiment intérieur, important. ouais. Et après de rentrer dans un truc trop maniéré, trop chiant, Bien sûr, c'est la Et en frontière même temps, est le toujours. sacrifice, en même temps, enfin, c'est pas évident. Tu regardes Turner, il va pendant son expo, il retouche le tableau pendant l'expo. C'est quoi. vrai. Ouais. Tu vois, et il met la bouée rouge. C'est pas Kokoschka qui Non, non, avait- c'est le Turner, il rajoute une bouée rouge en premier plan. Et là, en fait, en Qui était mettant. repris dans un film, là. Ben, c'est Ouais, c'est une c'est anecdote le- vraie, en ouais, fait. ouais. Et il a mis sa bouée rouge, et en Ouais. fait, au niveau visuel, en fait, quand tu as un point rouge en premier plan, ça te creuse l'espace, mais de manière. Il l'a rendu beaucoup plus efficace. Mais bien qu'il ait peint. Il a mis je sais pas combien de temps pour le faire, mais voilà. Et en plus, ce que je trouve assez génial dans ce mec, c'est qu'apparemment, il peignait vraiment le nez collé à ses tableaux, alors que ces trucs sont hyper impressionnistes, quoi. C'est ça que je trouve génial. Très C'est marrant. en ayant. Le truc fonctionne à 1,50 m, Ouais. mais le mec les peint à 30 cm de la toile. Ça, c'est un truc, ça me dépasse. Ça, j'avoue que... Ouais. Non, mais c'est bien de retoucher ses œuvres à l'infini. Regardez Georges Lucas à la Garde des Étoiles. Ouais, ouais. Oui, et donc ça, ce serait pas l'inverse. Et c'est le contre-exemple. Mais est-ce que finalement on s'écarte, mais est-ce qu'on s'écarte vraiment du sujet? Parce que finalement, est-ce que ce serait pas la procrastination à l'inverse, en fait? De ne pas arriver à s'arrêter, Et oui. finalement. Le Ah, point ouais, final. c'est vrai, ça. Bah non, mais parce que Ah, ouais. c'est même pas forcément à l'inverse, parce que tu continues de repousser l'échéance en fait, c'est la même chose. Sauf que c'est là. Oui, bah, en fait, oui, non, parce que C'est l'enfant qui veut pas faire ses devoirs. C'est le fait d'être en train de peindre ou de dessiner, c'est pas encore l'échéance, l'échéance c'est Ouais, quand c'est c'est vrai fini. que, ouais. Sauf qu'en fait, si tu continues trop longtemps, tu peux le dépasser le pont, il est fini en fait, le dessin du tableau. La procrastination, c'est l'acte artistique, parce que même comme Et puis moi, il y a un truc qui m'amuse, tu vois, Ouais. c'est le. repousser la finalité, le moment de fin d'un tableau, c'est assez dingue. C'est vrai qu'on procrastine même quand on fait. Le rapport aussi culpabilité avec le regard de l'autre. Là, j'ai discuté avec une nana qui bosse dans les assurances et la seule question qu'elle a réussi à me poser en regardant mon travail, c'était quoi le rapport temps de travail, argent, quoi. Et je pense que quand je vais chez mon quand je vais chez mon banquier quand je vais chez mon banquier et je suis à découvert 300 jours par an, je pense qu'il me prend pour un Michael, mec. Et moi, je peux le regarder comme un connard, tu vois, qui fait des chiffres toute la journée, mais comme lui, il gagne des milliers d'euros tous les mois, ça justifie sa position, tu vois. Donc, quel est le regard que les gens Ça portent sur toi? justifie D'autres vont sa trouver que position. c'est génial, c'est super, et il y a tous les cas de figure, donc, je sais pas. Pour revenir sur la procrastination et le fait d'arrêter, de savoir arrêter, moi je me couille. C'est une des manières que j'ai trouvé pour essayer de me professionnaliser, c'est-à-dire de me mettre des échéances. Et ça, je vous l'ai déjà raconté, je mets le cadre, je mets le tableau dans le cadre. Et en fait, en le mettant dans le cadre, C'est fini? non, ça me fait voir beaucoup plus facilement ce qui ne va pas. Bah ouais. Oui, parce qu'il est en position de fini. Il est en position de fini, et là je me Si dis. t'es pas fini, bah, tu vas Et le des voir. fois, il y a des tableaux, j'arrive pas à finir parce que c'est compliqué, j'arrive pas. J'ai pas l'alpha. Et voilà, et ben en le mettant, hop, ça m'apparaît, mais c'est beaucoup plus efficace que de regarder dans le miroir ou à l'envers. Mais de ouf, de ouf. Parce que là, tu dis, vas-y, arrête d'être con, finis ton truc. Parce que tu l'encadres et tu te dis, ouais, non mais on peut pas afficher ça, tu vois. Ouais, voilà, c'est la culpabilité. Si ça passera jamais. Et on dit souvent que la culpabilité c'est quelque chose de négatif, là où aller c'est pas bien. Non. Et ben, je sais pas, c'est pas aussi facile que ça en fait. La question, Pour des esprits matures comme le mien. Je me demande, la culpabilité, parce qu'on parle beaucoup de culpabilité depuis tout à l'heure, et c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup parlé de désir. Or, je crois qu'il y a un truc, je sais pas si on peut pousser l'allégorie bidon, cliché du truc érotico-sexuel, tu vois, le côté genre, il y a un truc qui m'excite dans ce que je suis en train de faire, mais il y a quelque chose de compulsif. Il y a vraiment une sorte de frénésie. Non, mais il y a un côté genre, il faut que j'aille au bout. Non, Il mais faut que j'aille au bout, quand même. Attends, Non. mais là, il y a un angle, ça m'inspire un truc, c'est vachement. Putain, j'ai souvent pensé ce truc-là. On Ah a ouais. désir que ce qu'on n'a pas. On parlait dans les fantasmes.
de couple sexuel. Et c'est vrai que de se formuler une idée qui n'est pas encore une image, le fait de procrastiner, c'est préserver ce désir, ce fantasme qu'on a. Une fois que ça existera et qu'on sera sans doute déçu, on aura joui sur la toile et on dira merde, c'était que ça, on remet la braguette, on se voit. Alors que garder le désir d'une image qui n'est pas faite, putain, c'est le principe du striptease. À partir du moment où la nana est à poil, il n'y a plus le désir. Ouais, c'est un morceau de bidage, tu peux la fourrer, mais c'est. Et pour revenir sur le sens des mots. André, pourquoi t'as dit ça? Et pour revenir, non mais au niveau du, non mais c'est vrai, tu exagères. Non mais au niveau du sens de comment on parle en plus ce terme qui est chiant à dire, mais dans le langage courant, c'est se branler en fait. T'arrêtes de te branler, enfin toi te branler la nuit, enfin c'est ce qu'on va dire pour l'équivalent de niveau de la signification. Donc il y a un rapport en fait quelque part dans le désir qu'on veut assouvir d'en voir une image exister. Et une fois qu'on l'a eu, je pense que vous êtes un peu pareil. Moi, une fois que le tableau est fait, je ne veux plus le voir. Je ne veux plus le retourne. Une fois que tu as lâché la purée, tu vas te coucher. Voilà. Donc, il y a vraiment dans ce truc. Tu regardes la vidéo et tu dis finalement, l'adolescence, est-ce que c'est pas ce temps où on procrastine, où le cerveau finalement il s'assemble, je sais pas, pour devenir un adulte. Ah, ça c'est clair. Et clairement, et donc c'est un temps où tu as un rapport au temps qui est vraiment différent après quand tu es plus vieux en fait. Les après-midi durent longtemps, enfin des siècles même, et au final tu passes ton temps à te branler, enfin de manière figurée ou littéralement. Et est-ce que finalement est-ce qu'on serait pas sur le brouillon de notre vie finalement à l'adolescence? Mais en tout cas, par rapport à l'onanisme, pour appeler ça de façon élégante, je dirais que c'est vrai que le tableau, en l'occurrence, tu le fais, l'image est en train de se concrétiser, c'est un peu l'acte sexuel en cours. Tu es en train de le faire. Il y a un truc qui est charnel, qui est sexuel, qui est en cours. Et une fois que le tableau est fini, bon, il n'y a pas cet orgasme, mais tu le vois comme un tout. Et ce tout-là est l'orgasme. Et une fois que c'est fini, bah c'est aux autres, c'est pour les autres. Et ce temps de satisfaction. Regardez mes tâches, regardez ce que je fais. C'est le côté. C'est le côté. C'est l'étoile, c'est le sol palin et la peinture. Le côté plaisir coupable, tu sais. L'idée de se faire un blockbuster avec un grec frites. Ou quand tu vas au McDo, tu vois. Un Burger King. Tu vas au McDo un lendemain de cuite et t'en commandes 3 fois plus que ce dont tu as besoin, tu vois. Et sur le moment, tu kiffes et après, les remords. C'est toujours. Ils font les doubles heures à 6 €. Tu te sens sali. C'est vrai, On remercie notre sponsor Burger King. L'idée à 6 €. L'idée du désir est aussi dirigée par une carotte. Bien sûr, bien sûr. Donc, est-ce qu'on ne pourrait pas dire que finalement on est de beaux gros branleurs? C'est comme ça que je me suis présenté. C'est le principe même de la discipline. Et finalement l'anecdote qu'elle pour un banquier, tu l'as. Voilà, et oui, mais finalement, l'anecdote que tu as dit là tout à l'heure, finalement, est-ce que c'est pas lui une jalousie? Ah, mais. Quelque part, qui voudrait se branler, dans certains cas, oui, peut-être. Mais bien sûr. Et qui peut pas. Ouais. Parce qu'il te voit toi le faire, il a la haine. Oui, voilà. Et donc il te reproche la culpabilité. C'est les stars, mettez-moi un cognac s'il vous plaît. Bien sûr. Et du coup, à t'aider sur ton compte. Non mais cependant, c'est vrai qu'il y a cette histoire de se branler, etc. Mais quand on y pense, on se branle pas. Je veux dire, c'est pas que de la branlette, il y a aussi quelque chose en face. Non mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a aussi quelque chose en face. Et la peinture qu'on est en train de faire n'est pas une figure pornographique de magazine glacé, c'est autre chose. C'est un truc charnel, un truc avec lequel tu réagis, un truc avec lequel tu donnes, tu reçois, tu te recules pour regarder, puis tu t'approches pour créer. Donc ça veut dire qu'il y a un va-et-vient permanent, excusez-moi de filer la métaphore en permanence, mais il y a un va-et-vient permanent qui fait que tu n'es pas seulement tout seul, tu es dans un échange. Et ça, je crois que la sensualité de cet acte-là, de la même manière que pour un musicien qui est en train de faire un instrument, etc., tu dialogues avec quelqu'un, avec quelque chose. C'est hyper vrai. Et en fait, moi, en arrivant dans l'atelier avec André et Rémi, et Foufou, il y a quelque chose qui me... Il a parlé d'Iconiac, bon, c'est une chivasse. Non, mais c'est parfait. On a les deux films, je l'ai trouvé en fait. Juste pour dire aux auditeurs, les auditeurs, je me suis parti dans la cave parce que je savais où il avait planqué le chivasse et j'y ai remonté, voilà. Et donc,
Et finalement, en arrivant dans l'atelier, ce que j'ai vu, c'est beaucoup de bienveillance, avec des identités vraiment différentes de la mienne, et puis une conception du talk vraiment différente. Et voilà, et au fil du temps, est-ce que vous avez vu Mammouth avec Depardieu, machin? Parce que vous voyez cette scène où ils se branlent mutuellement, tu vois, de manière platonique. Tu vois. Son pote d'enfance, Voilà. et Et ben, finalement, l'atelier Hauteville, c'est un peu ça, en fait. C'est quelque chose de très... L'atelier Hauteville, on se branler On entre se elles. regarde pas dans les yeux, mais la main et la bouche. Et finalement, on se veut beaucoup de bien. Là, tu vas tout révéler, là. Non, mais... Tu vas tout Non, dire. mais voyez, il n'y a rien de ça, là. C'est l'idée que Il n'y j'ai a rien de faite. ça, là. Non, mais tu fais pas ça avec des gens que t'aimes pas, enfin, clairement. Ça, c'est sûr. Tu vois. Ouais, c'est sûr. Alors, c'est vrai que j'ai pas tendance à branler un inconnu dans le bus. Non, mais... Ça m'est jamais arrivé, c'est vrai. J'ai pris une image trop triviale pour vous, bande de cons. Mais elle est belle. C'est le moment le plus beau du film, je trouve, quelque part. Quoi. C'est le money shot du podcast là. Mais non, C'est un peu ça. Bah écoute, ça fait quand même 45 minutes qu'on discute. C'est incroyable. Et comme quoi, on est tiré à la pelote, il y a un fil, et puis je trouve que c'est assez cool. Il y a des trucs cool qui sont... La pelote se divise. Voilà. Pas autre chose. J'espère juste que l'enregistrement est plus qualité. J'y vais. Bah, c'est forcément utilisable. Hein. Voilà, ça fallait Est-ce qu'on a le droit à une coupure pub? Bien sûr. Checker bien sûr, l'enregistrement bien sûr. et servir les chivas. Voilà. Eh bien, Chers auditeurs, Voilà. nous revenons après une coupure musicale. Vous êtes bien sur Radio Traceur, la radio qui fait chaud au cœur. Non, enfin, vrai, c'est cool, quoi. Dans les- Ouais, j'aime beaucoup. Hein, franchement, j'espère juste...